Bonjour et bienvenue sur Focus On. Les étudiants de l'UT de Saint-Raphaël se posent beaucoup de questions sur leur avenir après le DUT MMI. Leur formation pluridisciplinaire leur offre de nombreuses opportunités d'avenir dans le multimédia. De plus, la formation en IUT permet de concrétiser la théorie par le biais de stages en milieu professionnel. Nous sommes allés à la rencontre de professionnels afin d'en savoir plus sur leur perception des métiers du multimédia. Un reportage réalisé par Mathieu. Nous sommes à l'IUT de Saint-Raphaël. Ces jeunes, passionnés d'écrans lumineux, sont à l'ère d'une génération multimédia. Ici, les nouvelles technologies de l'information et de la communication font succès. Entre sites internet visités, publicités et vidéos regardées, cela en fait des œuvres réalisées. Mais qui se cache derrière tout cela? D'où viennent ces créateurs, ces artistes d'un nouveau genre? Dans cette IUT, on y apprend les métiers du multimédia et de l'internet. Ici, pas de crayon ni de papier, les yeux sont rivés sur les écrans. Et il y en a des choses à créer lorsqu'on est armé d'un clavier et d'une souris, que ce soit du graphisme, des sites web ou bien même de la vidéo. Mais ces métiers, dont l'art est accessible à tous au moment de l'apogée du numérique tout public, ne seraient-ils pas en danger? Grâce aux tutoriels et cours disponibles sur le web, il est aujourd'hui facile d'apprendre à se servir du dernier Photoshop. À coup de templates, de banques d'images et de modèles préfabriqués, même la création d'un site web peut s'avérer être un jeu d'enfant. Une multitude de questions se posent. Pour en avoir les réponses, nous sommes allés interroger différents professionnels. Nous sommes premièrement rendus à l'entreprise de prestations audiovisuelles KMD, à la rencontre de Rémi Marin. Donc, je m'appelle Rémi Marin, j'ai 29 ans, je suis technicien audiovisuel et donc je fais ce métier-là depuis 2009, date à laquelle j'ai terminé ma licence d'audiovisuel que j'ai fait à Nancy. Donc dans le métier maintenant, donc on le verra avec vos autres questions, on fait un peu, dans le métier on est obligé d'un peu de tout faire. Donc je fais du montage, du cadrage et surtout ma spécialité c'est plus des effets spéciaux, du motion design dans tout et n'importe quoi, que ce soit des pubs, des reportages, des petits courts-métrages et voilà, c'est bon. Je pense qu'en ce moment, on est dans une période où toutes les technologies fonctionnent ensemble. C'était pas nécessaire, c'était pas forcément le cas il y a quelques années, où chaque métier avait sa technologie propre. Et maintenant, on peut très bien se retrouver avec des métiers, donc par exemple l'audiovisuel, où on doit allier en même temps le son, en même temps le web, où on diffuse de plus en plus sur le web. Et ça, il y a 5 à 10 ans, ce n'était pas concevable. Et maintenant, ce qu'on appelle l'intermédia, c'est ça dans le terme, l'intermédia, où on allie plusieurs technologies pour informer, pour communiquer sur les choses. Donc ça, je pense que c'est vraiment une évolution, une évolution dans le métier où on peut utiliser plusieurs technologies qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, pour communiquer, pour créer des choses. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une évolution dans le métier. L'évolution aussi, c'est le fait de pouvoir que la technologie est accessible à tous. Maintenant, on peut très bien trouver du matériel à 600 €, d'une qualité, qui fait de la qualité cinéma, que ce soit en son, que ce soit en vidéo, que ce soit en web, que ce soit en plusieurs métiers. On a l'autre côté de la pièce, où justement le fait que ce soit accessible à tous, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas forcément les compétences peuvent utiliser ces outils aussi, et peut-être faire de l'ombre aux personnes qui, elles, sont plus professionnelles, qui ont plus d'expérience dans le métier, et du coup créer une espèce
une espèce de paradoxe en fait, dans le métier, où c'est vrai que dans nos métiers, on a du mal à se faire considérer comme professionnel. Souvent, quand on arrive avec notre caméra dans un lieu de tournage, on nous prend ah ouais, on a l'impression que c'est notre hobby en fait. Et des fois, de demander une facture, de se faire payer pour une prestation audiovisuelle, souvent c'est vraiment l'apocalypse, parce qu'il y en a qui conçoivent pas qu'on puisse payer pour ce genre de prestations. Donc ça, je dirais que c'est plutôt un péril. Et ça va aller de plus en plus avec le temps, sachant que maintenant tout est accessible à tous très rapidement. Je trouve qu'à côté de ça, le fait que plusieurs personnes, que tout le monde puisse acquérir ce genre de matériel, eh bien on va devoir se démarquer par vraiment l'écriture cette fois-ci. Voilà, là on pourra voir vraiment vu que maintenant, avant, quand on regardait une vidéo, on disait oh, la qualité elle est magnifique, et souvent ça passait un peu le reste à côté, ça mettait le reste de côté. Et maintenant, vu que le fait d'avoir une belle image, d'avoir un bon son, d'avoir de beaux effets spéciaux, eh bien c'est tellement courant maintenant que c'est uniquement par l'écriture, et peut-être parce que la personne communique, la personne donne comme information, que là on se démarque. Donc je pense que des fois un péril, un inconvénient va avec un avantage. Mais justement ça demande une évolution constante, ça demande un travail constant de recherche, toujours s'entraîner, toujours ne pas se faire dépasser par la technologie qui va à une vitesse folle. Le mot de la fin, c'est dès que vous avez envie de créer, créez des choses. Voilà. N'attendez pas à ce qu'on crée à votre place, faites les choses. Nous sommes ensuite allés à la rencontre de 2 professionnels à l'Encre Noire, entreprise de communication visuelle située à Saint-Raphaël. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je travaille donc à l'agence L'Encre Noire, dans laquelle je suis responsable commercial et chef de projet. Ça fait depuis septembre 2011 que je tiens ce poste. Et tout va bien jusqu'à présent. L'avenir du multimédia. Comment je vois? J'arrive, je vois bien. Non, c'est en pleine expansion, forcément. C'est un domaine qui évolue tout le temps. Par exemple, il y a 5 ans, on n'imaginait pas qu'il y ait des imprimantes 3D. Alors aujourd'hui, par rapport à ça, on a développé des programmes qui vont permettre de concevoir des petits objets en 3D, ce qui à l'époque était fait pour des gros techniciens qui maîtrisaient 3ds Max, etc. Aujourd'hui, ça peut être à la portée de tout le monde. Donc c'est une des évolutions qui veut dire que on ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain, parce que ça évolue tellement vite. Et donc l'avenir est en pleine expansion, il y a des technologies qui apparaissent tous les jours. L'Oculus Rift, par exemple, qui est un dispositif qui permet de la réalité augmentée en 3D. C'est quelque chose pareil, il y a 5-10 ans, vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc pour moi, c'est un univers qui est en constante expansion. Oui, et puis même, c'est un exemple tout bête en graphisme. Aujourd'hui, les ordinateurs puissants, que ce soit Mac ou PC, Mac c'est mieux, permettent de gagner beaucoup de temps, de faire en termes de travail des choses qu'avant ça prenait 2 ou 3 personnes qui faisaient la création, puis ensuite l'exé sur des machines plus puissantes. Là aujourd'hui, on peut gagner beaucoup plus de temps et le traitement des images est plus rapide. Pour la vidéo, c'est pareil, tout ce qui est échantillonnage et compagnie. Donc c'est oui, la technologie qui évolue permet une expansion des multimédias. Alors, c'est marrant, on en parle souvent. Aujourd'hui,
hop, je télécharge Photoshop sur The Pirate Bay, yeah, je suis graphiste et tout. Quoi. Ouais, sauf que y a le bon et le mauvais graphiste, quoi. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, comme diraient les inconnus. Ça, faudra pas le couper, ça, parce que c'était vachement bien. Non, après, il y a des gens qui sont doués pour ça. C'est pas parce qu'on a l'outil qu'on a forcément la connaissance technique ou créatrice. Donc effectivement, c'est plus facile d'apprendre. Après, ça peut permettre aussi à des gens de découvrir des talents qu'ils savaient pas forcément qu'ils avaient. Ça peut rendre les gens plus curieux, mais oui, après, mettre en péril notre métier, non. Parce que une fois que les gens ils se sont fait avoir une fois par des gens qui sont pas très très doués, qui reviennent vers des agences qui ont les capacités créatrices, techniques. Après, c'est même pareil pour le monde du web aujourd'hui. Tiens, hop, je crée un WordPress, ouais, je suis développeur. Non, il y a des développeurs qui savent coder et il y a des mecs qui font des WordPress. Les avantages, c'est que moi, je suis un gros fan de nouvelles technologies. Je suis un gros geek. Je suis pas très gros, mais je suis un geek. Les avantages en termes de boulot, c'est que les possibilités elles peuvent devenir multiples, que ce soit en termes d'ergonomie, de temps de travail gagné. Je sais pas, peut-être que demain on fera de l'imagerie de synthèse en 3D par hologramme, mais ça voilà, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément aujourd'hui. Et que donc cette expansion technologique, je pense, peut donner de nouvelles facettes au multimédia. Et c'est super de bosser là-dedans. Banane. Eh bien, bonjour, je m'appelle Alban, je travaille ici à l'agence Macronor depuis un peu plus de 2 ans maintenant. J'étais arrivé ici d'abord en stage quand j'étais à Ingé Média. Et je suis développeur web, je suis tout seul dans le domaine ici. L'avenir, je le vois très florissant, avec tout ce qu'on peut observer depuis ces derniers mois, ces dernières années, avec la réalité virtuelle, avec l'Oculus Rift, qui est... Non mais c'est vrai. Donc la réalité virtuelle qui ouvre de nouvelles perspectives, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le médical, dans plein de domaines en fait. On a aussi dans l'industrie avec les imprimantes 3D qui commencent à vraiment révolutionner toute la chose. D'ailleurs certains sont un petit peu déçus parce qu'ils ont l'impression de se sentir un peu obsolètes maintenant. Tous ceux qui font les plans en 3D, tout ça, enfin, dans les usinages, je veux dire, ils se sentent un petit peu dépassés. Disons donc, on va faire un petit récap. On a eu Joomla, grosse bouse, qui a bien foutu la merde. On a eu ensuite WordPress. WordPress, c'est vraiment à partir de là où ça a commencé, où tout le monde a commencé à vouloir faire des sites comme il veut. Ensuite, maintenant, on a les sites faits à comment dire, des sites type Wix où on fait tout graphiquement, comme ça en 2 heures c'est fait, on a un site. On a les sites préfabriqués, one and one, même les pages jaunes qui font des sites, voilà. Donc par rapport à tout ça, il faut savoir s'adapter. Donc on peut être en péril, mais au final ça crée aussi de nouvelles voies, ça segmente encore plus le marché. Parce que tous les clients n'auront pas forcément les mêmes besoins. Certains ont besoin juste d'un site vitrine, d'un one page, juste pour expliquer leur activité. D'autres auront des besoins vraiment spécifiques,
Alors là, on devra faire des sites sur mesure comme on fait nous. Donc oui, nous, on s'attaque à ce domaine. Donc, ça met pas vraiment en péril les métiers. Je pense que ça diversifie plus l'activité au final. Faut savoir s'adapter. Oui, parce que tout le monde emploie ce terme, alors que ça n'existe pas vraiment. Enfin, on l'utilise depuis l'essor des réseaux sociaux avec Facebook et Twitter, de l'hypercommunication. Le big data aussi. C'est difficile de dire ce que c'est le Web 3.0. Parce que le Web 2.0 au final c'était quoi? C'était les blogs. Donc c'est juste une évolution, c'est pas une révolution quoi. Pour le moment on sait pas ce que c'est dur à dire. Mais on voit que ça influe beaucoup plus sur le monde qui nous entoure. Par exemple, dans les médias qui se servent beaucoup de Twitter, par exemple, comme on l'a vu par exemple dernièrement avec Je suis Charlie, qui a, qui a créé un engouement incroyable. Donc oui, le Web 3.0, je pense que c'est un web qui rassemble, qui unit de plus en plus les gens, tout simplement. N'oubliez pas Star Wars épisode 7 en décembre, voilà. Maintenant que vous en savez plus sur l'avenir du multimédia, vous allez devoir vous armer en conséquence, et cela passe par un CV en béton et une lettre de motivation qui sera vous révélée à la hauteur des attentes de vos employeurs. Un reportage de Flavie Assier et de Tiffany Carlier. Les étudiants de l'IUT de Saint-Raphaël sont comme tous les autres. À un moment donné dans leur scolarité, ils doivent chercher un stage. Et comme vous le savez sûrement déjà, c'est une épreuve compliquée. Voici donc quelques astuces concernant les démarches préalables et l'entretien de stage. Tout commence avec le CV, et c'est déjà compliqué. Je suis actuellement à la recherche d'un stage et pour ça, j'ai besoin d'un CV. Moi, je sais pas trop par où commencer, donc je vais d'abord jeter mes quelques expériences sur une feuille Word. Non, Tiffany, on commence pas un CV comme ça. Allons demander à des professionnels. Alors, les étapes pour un CV, c'est d'abord réfléchir, prendre le temps de réfléchir, se dire quelles sont les infos que je veux mettre sur le CV. Ensuite, ces informations-là, on va essayer de les mettre sur papier, faire une esquisse, faire un croquis et commencer à mettre en page votre CV et réfléchir à la façon dont il va être construit. Et pour ce qui est du contenu, créez bien une rubrique Information où vous mettrez votre prénom et votre nom en majuscule pour éviter toute confusion possible, votre adresse mail qui ne sera pas celle que vous avez créée au collège, n'indiquez pas votre date de naissance mais plutôt votre âge et écrivez en gros pour quel poste vous postulez pour qu'on n'ait pas à relire tout votre CV pour s'en souvenir. Présentez toujours de façon décroissante vos expériences, c'est-à-dire commencez par la plus récente et finissez par la plus ancienne. Et n'oubliez pas de préciser quelle langue vous parlez, sans mentir sur votre niveau, c'est pas la peine, ça se verra tout de suite si on vous teste. D'accord, mais j'utilise quoi comme police ? Alors les typos à utiliser sont plutôt des typos de type Arial peut-être, du Times, du Garamond. Les typos classiques, surtout extrêmement lisibles. Et évidemment, vous évitez tout ce qui est comic strip, Mistral, les choses comme ça, les choses qu'on a déjà vues 100 fois et qui font modernes et qui ne le sont pas du tout. Non, choisissez des typos, 3 typos maximum dans le CV et surtout privilégiez la lisibilité. Si vous faites un CV, par exemple, si vous êtes graphiste, etc., vous pourrez vous permettre d'utiliser une typo un peu plus fantaisie
Mais comme vous êtes graphiste, vous allez la maîtriser. Si vous n'êtes pas maître de la typographie, utilisez les classiques. C'est-à-dire que pour le titre, on pourra aller vers du 36, quelque chose comme ça. Pour le texte, on reste en 10. Le 12 me paraît un peu gros pour un CV. Voilà, ce qu'il faut, c'est avoir une hiérarchie au niveau de la typo, c'est-à-dire un titre, les informations comme par exemple l'information et les informations annexes qui seront dans un corps un peu plus petit. Voilà, donc vraiment hiérarchiser grâce au corps de la typo les informations. Est-ce que je dois mettre ma photo? La réponse, il y en a plusieurs, mais à mon sens, on mettra la photo d'une part lorsqu'elle est demandée, ou alors on mettra la photo que lorsque vous avez un métier où vous êtes devant un public. Si vous êtes en back-office, si vous êtes dans un bureau où personne ne vous verra, la photo ne semble pas indispensable, donc vous ne mettez pas la photo. Vous mettez la photo, comme je l'ai dit, si vous êtes en représentation devant un public, vous apparaissez devant des personnes, vous mettez la photo parce que ça peut être déterminant pour l'employeur, savoir si vous passez bien ou pas. Et les couleurs, ai-je droit d'en mettre? Alors les couleurs sur le CV, oui, mais un minimum de couleurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire un CV pour le Carnaval de Rio. On est sur quelque chose de sérieux, on est sur une recherche d'emploi. Vous pouvez vous permettre des couleurs qui seraient peut-être en rapport avec la société visée. Ça, c'est pas complètement idiot. Sinon, restez dans les couleurs neutres. Le gris, le bleu-gris, les choses comme ça. Donc le noir et blanc, bien sûr. Donc peu de couleurs, mais bien utilisées. La couleur doit venir soutenir votre propos et non pas le brouiller. Et si je veux travailler sur un logiciel plus pro? Alors en logiciel classique, moi je pense plutôt à Word, parce que je pense que c'est le logiciel le plus accessible à tous. Après, moi en tant que professionnel, je vais utiliser InDesign, parce que ça me permet de gérer les photos, si photos il y a, ça me permet de mieux gérer les couleurs, et ça me permet de mieux gérer la typo. Donc pour moi, InDesign est le logiciel qui correspond le plus à un CV de designer, par exemple. Ah oui, beaucoup mieux. Mais en fait, qu'est-ce qui fait un bon CV? Premier aspect, l'aspect visuel. Le CV qui est juste fait sur Word, pour un mec qui a un stage de créa, faut qu'il change de métier. Mais à contrario, un mec il veut faire un CV un peu sexy, sauf qu'il est totalement has-been, il met des ombres portées et de la comic sans, pareil, il change de métier. Donc il y a cet aspect visuel qui va être super important, que ce soit en CV papier ou CV web, hein, pareil. Donc forcément, l'aspect aussi technique, donc c'est-à-dire tout ce qu'il maîtrise en termes de capacité, soit donc en développement, en logiciel de traitement d'image, de traitement de tout ce qui est design, Photoshop, etc. Toutes leurs abilities, on va dire. Donc, un book, ça aide aussi. Donc tout ce qu'on a fait au préalable, que ce soit des photos, de l'illustration, des montages, des affiches. Parce qu'il faut savoir que voilà, mettons qu'on cherche un développeur, mais qu'à côté, le développeur aussi, il a un peu de skill dans tout ce qui soit illustration ou dessin. Ça va être un plus pour lui parce qu'il est créatif et il va s'intéresser. Donc ça, c'est important. Et après, il y a le petit bonus, c'est la partie des CV. Après, ça, c'est très personnel, ça dépend des recruteurs. La partie, on va dire, diverse, les loisirs, soit la musique, jeux vidéo, les voyages, etc. Ça peut dire beaucoup aussi sur les gens. Et si on a envie de faire un CV vidéo? Alors le CV papier donne les informations brutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de sentiments. Le recruteur voit les informations, les dates, les durées, etc. Le CV vidéo, c'est la même chose, sauf qu'il y a le côté humain qui apparaît. On voit votre physionomie. Pour que la personne fasse le lien entre le CV papier qu'il reçoit et la vidéo, ce serait bien qu'il y ait des éléments communs entre cette vidéo et le papier. Un code couleur ou un code graphique, de façon à ce qu'ils puissent faire le lien. Dans les CV vidéo, on n'en reçoit pas souvent. Pas du tout même en fait. Jamais. Jamais. C'est totalement has-been. C'est selon le type de métier aussi. Oui, un CV vidéo pour un mec qui veut développeur, c'est useless. Par contre, pour un monteur, ou un cadreur, ou un tourneur, ouais, ça peut être pas mal pour un réalisateur. Et si on veut présenter un site Joomla, c'est pareil? Si on veut une concordance entre le CV et un site Joomla, par exemple, l'idéal, ce serait encore une fois d'avoir une concordance au niveau du système graphique.
Encore une fois, pour que le recruteur puisse s'y retrouver et sente que vous êtes cohérent au niveau de votre travail. Ça, c'est important. Vous faites une chose, vous faites l'autre chose. C'est une déclinaison. Il y a un air de famille. Donc, graphiquement, c'est la même chose. Donc, c'est réussi. Il me manque maintenant la lettre de motivation. Je sais comment il faut la présenter, mais je ne sais jamais réellement quoi mettre dedans. Dans ton premier paragraphe, tu dois te présenter, expliquer le but de cette lettre et pour quel emploi tu postules. Personnalisez un maximum votre lettre. Un copier-coller d'Internet se verra tout de suite. Il faut que le recruteur, dans le peu de temps qu'il va accorder à votre lettre, se souvienne de vous. Expliquez donc bien votre projet, pourquoi travailler dans cette société est important pour vous, qu'est-ce que vous ou eux ont à y gagner. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ça y est, j'ai enfin décroché un entretien. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je peux me préparer? Alors, la tenue adéquate pour un entretien va dépendre dans un premier temps du type d'entreprise dans laquelle vous souhaitez postuler. Si c'est une entreprise, une grosse entreprise très hiérarchisée, il va falloir adapter au niveau hiérarchique auquel vous souhaitez arriver. C'est-à-dire pas être hyper sophistiqué si vous briguez un poste de stagiaire, par exemple, dans un premier temps, tout en étant correct et respectueux des codes vestimentaires. Si c'est une entreprise familiale, une tenue trop sophistiquée, par exemple, pourrait très très mal passer, pourrait être mal perçue et être un frein à votre recrutement. Pour se préparer à un entretien d'embauche, la première chose, c'est l'autoconviction, c'est-à-dire d'être absolument certain ou certaine que le poste il est pour vous. Le but d'un entretien d'embauche, c'est de mettre en concurrence plusieurs personnes, un entretien d'embauche donc pour un poste ou pour un stage, c'est de recruter parmi plusieurs personnes. Donc ça implique en fait que le recruteur n'est pas sûr de qui il veut choisir. Si vous arrivez en étant vous, pas sûr de vous, forcément, ça va peser dans la balance. Si vous arrivez avec une attitude où le poste, il est évidemment pour vous, puisque vous êtes qualifié, puisque vous avez tout ce qu'on attend pour remplir la fonction, ça va aider. Donc il y a vraiment une part psychologique qui est phénoménale en fait, et qui va faire que dans votre attitude, vous allez être détendu, naturel, et que ça va se passer naturellement. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est ne pas oublier qu'un entretien, quel qu'il soit, c'est d'abord une relation, une rencontre humaine. Vous pouvez très bien ne pas correspondre, vous pouvez très bien avoir un handicap au niveau des compétences, par exemple, mais si la relation se fait, si la connexion se fait entre le recruteur et vous, il vous choisira. Puisqu'en fait, c'est avec vous qu'il va devoir travailler par la suite. Il ne faut pas oublier que une relation de travail, c'est avant tout une relation humaine. Alors certes, ça permet de se nourrir, de payer un loyer, etc. Ça, c'est une évidence. Donc la pression, elle est là. Mais au départ, c'est quand même un tiers de notre vie. Donc on choisit quelqu'un avec qui on va travailler, plus que des compétences. Voilà. Après, tout bêtement, il faut se regarder dans un miroir, c'est tout bête, mais voir ses mimiques, voir ses défauts, voir quand on parle, ou se filmer idéalement, c'est encore mieux, parce que du coup, se filmer en train de se présenter, par exemple, ça permet de voir des tics de langage, des tics de gestuels, etc. Et donc ça permet de vous corriger. Alors pour ceux qui sont très timides, il y a des cachets homéopathiques qui marchent très très bien. Le rescue, sans faire de pub non plus, c'est très bien aussi. Non, après les produits stupéfiants, c'est pas légal, donc il faut pas. Non, mais en revanche, sérieusement, il y a l'entraînement, la confiance en soi et voilà, tout ce qui va être exercice de respiration et de détente. Donc là, en étant vraiment sérieux, il faut penser absolument à sa colonne d'air. Quand on est timide, on a tendance à se recroqueviller, à vouloir se cacher. Du coup, on va couper toute sa colonne d'air et du coup, on va encore moins bien respirer et du coup, on va être encore plus stressé et du coup, on va donner une image encore plus haletante et angoissée. Et voilà, et c'est un cercle vicieux. Donc, il faut déjà penser tout simplement à bien respirer, à se détendre. Et puis, il faut penser à l'enjeu et passer au-delà. Et après, c'est aussi l'autoconviction, quoi. Il faut, à un moment donné, voir le but, ne voir l'entretien que comme une étape nécessaire
pour atteindre un but et fixer vraiment l'objectif, se souvenir que l'objectif c'est de décrocher un emploi ou un stage et rester focalisé là-dessus en essayant d'omettre le plus possible le côté anxiogène. Et ensuite rentrer véritablement dans la relation, c'est-à-dire que même quelqu'un de timide, les recruteurs ne sont pas tous des tyrans, il y a aussi des gens qui sont très humains, et pour peu que la personne en face voit un tout petit peu le malaise, elle va tenter de mettre la personne à l'aise, et il ne faut pas hésiter en revanche à prendre les perches qui nous sont tendues et rentrer dans la relation. D'accord, mais qu'est-ce que je fais une fois sur place? Donc les premières minutes d'un entretien, quand on arrive, donc la posture, effectivement, il faut être très vigilant à sa posture. Être très ouvert, être très souriant, aller vers l'autre. En revanche, effectivement, attendre. On ne s'assoit pas si on ne nous l'a pas proposé. Montrer qu'on est correct, un minimum, qu'on a les bases de la correction et de la bonne éducation. Voilà, essentiellement. Mais c'est une fois que vous avez maîtrisé votre tenue vestimentaire, d'ailleurs, ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais il ne faut pas être déguisé quand on va à un entretien. Il faut se sentir bien dans ses vêtements, quels qu'ils soient. Une fois que voilà, c'est important. Du coup, vous êtes bien dans votre tenue, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez élégante, bien, enfin voilà, peu importe. Donc l'attitude, elle va avec. Vous êtes souriant, avenant, agréable, et surtout, vous avez évidemment envie de passer cet entretien et de rencontrer la personne avec qui vous allez travailler par la suite. C'est une évidence. Donc c'est ça l'attitude. Lors de l'entretien, déjà premièrement, on va revoir le CV avec la personne qui vient, avec le postulant. Ensuite, on va échanger. Il n'y a pas de trame réelle, mais on va parler des capacités, on va parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il aime faire. On va voir la motivation de la personne en fait. Voilà. Quel est ton but dans la vie? Pourquoi est-ce que tu veux travailler chez nous? Qu'est-ce que tu penses pouvoir nous apporter? Et on ne dit pas tu te vois où dans 10 ans, ça sert à rien. Mais voilà, c'est pourquoi toi et pas un autre. Et ensuite, voilà, échanger, voir le côté humain, super important, et la relation qu'on peut avoir. Et quand ils sont plusieurs? Alors, la règle d'or, c'est de n'omettre aucun des membres, des personnes j'allais dire du jury, des formations professionnelles, aucune des personnes que vous avez en face. C'est extrêmement vexant. Quand on est une femme, on va peut-être avoir tendance à fixer les hommes parce que malgré tout, il y a dans cet entretien-là une dimension de séduction qui va être naturelle. Les femmes peuvent se sentir vexées. De la même manière, si c'est un jeune homme, il ne faut pas qu'il fasse de l'œil aux femmes et qu'il omette la relation avec les hommes. Donc il faut absolument distribuer, à part le plus égal possible, le regard, l'attention, pour qu'aucune des personnes présentes ne se sente mise de côté. Parce qu'on ne sait pas, c'est peut-être l'élément décisif au final. Donc il faut surtout ne vexer personne. Donc ça, c'est absolument indispensable. Ensuite, si vous voyez qu'il y a des gens qui ont des attentions bienveillantes, effectivement, vous y accrochez. Un moment, ça fait d'abord du bien, ça met en confiance, et ça vous permet ensuite de reparler aux autres personnes, qui sont un petit peu moins avenantes peut-être. Et quand je pars, je dois faire quelque chose de spécial? Alors, sur les 5 dernières minutes, si tout s'est bien passé, vous le saurez. Et donc, ça va être une fin d'interaction qui va être assez naturelle. Votre interlocuteur va vous signifier la fin de l'entretien avec le sourire, en vous disant, en vous faisant comprendre qu'il ou qu'elle va vous recontacter. Et donc, tout se passe très naturellement. Vous sortez avec le sourire, en saluant, évidemment, quand même, et en espérant revoir rapidement la personne, ou la voir au téléphone, ou la recontacter. Si l'interaction s'est mal passée, bon, ça ne sert à rien, c'est pas récupérable. C'est-à-dire que, voilà, très clairement, ça s'est mal passé, vous restez poli, évidemment, quand même, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de geste particulier. C'est-à-dire que la conclusion de l'interaction, elle doit être à peu près aussi naturelle que le reste de l'entretien. Finalement, l'entreprise m'a rappelé et il préférerait avoir un entretien par Skype. Comment je fais? Quelques règles de base. La première, n'oubliez pas que vous êtes filmé, ce n'est pas au téléphone, donc on fait
On est vigilant sur l'endroit où on place l'ordinateur, on essaye de cadrer sur quelque chose d'à peu près neutre. On essaye de se mettre dans une pièce où on est tranquille, où on n'aura pas trop d'interférences. Et en revanche, le gros avantage, c'est qu'on est filmé que d'en haut, on est cadré que du visage et le haut des épaules. Donc après, la tenue, tant que le haut va, tout va. Voilà. Quitte à être un peu déstressé et détendu sur la tenue en bas. Le pyjama à carreaux, c'est pas mal, et les chaussons aussi. Alors le téléphone, là c'est un tout petit peu plus compliqué à gérer puisque vous n'allez pas avoir tout ce qui est expression faciale qui va vous aider. Puisqu'il va falloir essentiellement moduler votre voix. Il faut faire extrêmement attention au débit, au volume et aux tonalités. Le débit tout simplement parce qu'un débit trop rapide est significatif de stress, donc votre interlocuteur l'entend tout de suite. Vous ne pouvez pas contrecarrer par une attitude très détendue. Donc il ne perçoit de vous que votre voix. C'est pareil, les tonalités dans les aigus qui montent, soit l'excitation de la bonne nouvelle, soit le stress qui fait qu'on a l'impression que la voix elle est un peu en perdition, qu'on maîtrise plus son corps. On imagine quelqu'un un peu en transe au téléphone. C'est pas très productif non plus. Donc évidemment, vous modulez correctement, mais vous vérifiez d'être sur une tonalité cohérente et un débit compréhensible et clair. Et oui, la règle d'or, on sourit au téléphone, oui je dis bien, quitte à prendre un miroir pour ne pas l'oublier. Merci pour tous vos conseils. Avec ça, j'espère que j'aurai mon stage. En attendant de faire vos premiers pas dans le monde du travail, vous pouvez profiter de vos années étudiantes pour établir ou étoffer votre réseau de connaissances qui vous sera potentiellement utile à l'avenir. Découvrez à présent diverses activités incontournables pour les étudiants de l'UT de Saint-Raphaël. Un reportage de Johanna Onesta et de Charlie Vagnan. À l'IUT de Saint-Raphaël, il y a de nombreuses activités qui permettent aux étudiants d'allier travail et bonne humeur. Nous avons rencontré Jérémy Zunino, étudiant à l'IUT de Saint-Raphaël et organisateur des cours de soutien. Donc les cours de soutien se passent tous les jeudis après-midi dans l'IUT, en salle 112, à partir de 14h jusqu'à à peu près 17h. Il n'y a pas d'heure, les élèves viennent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent. Donc, au niveau du contenu des cours, le lundi ou le mardi, je mets sur Facebook, donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a le cours de soutien, et je demande à chaque fois ce que veulent faire les élèves, et donc ils répondent en commentaire, et je mets à chaque fois, mettez un petit j'aime pour dire je viens, histoire que je sache pour combien il y aura de personnes. Juste avant les vacances de décembre avec 15 personnes, et là, bon, la reprise a été un peu plus compliquée, il y a eu 15 personnes les 2 premiers jours, et là il y en a 3, donc ça varie vraiment, entre 3 à 15 personnes. Mais voilà, ça permet de dire, je voudrais faire ça par exemple, je voudrais avoir un trigo en maths, je voudrais faire du réseau. Je dis bon, il n'y a pas de souci. Et comme ça, le mercredi soir, je prépare des exercices. Ce qui est bien d'avoir un groupe assez petit, c'est qu'il peut y avoir de l'individuel. C'est-à-dire que chacun pose des questions, lève la main, dit ah, j'ai besoin d'aide. Je vois ok, j'arrive. Ça facilite le dialogue. Et même entre eux, des fois, ils s'aident. Dire ah, j'ai un problème là, attends, j'ai réussi, je viens voir. Et puis. Bon, des fois, c'est vrai qu'il y a aussi des petites erreurs qui m'échappent, comme par exemple le nom de fichier qui a des majuscules, alors que dans un fichier, ça appelle avec des minuscules, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que si je le vois pas, il y en a d'autres qui le voient au bout d'un petit moment. Donc, ça facilite aussi. Franchement, c'est bien pour tout le monde d'avoir un petit groupe. Là, par contre, les cours sont surtout ciblés en ce moment sur la création de sites internet, des techniques en PHP pour avoir un bon squelette. Quelques techniques en HTML aussi pour la mise en page, pour que ça soit pratique après pour la remise en forme pour le mobile. Voilà. Pour les portfolios individuels ou pour les projets tutorés. Le projet tutoré, c'est pour aider. Sinon, le portfolio, c'est pour aider aussi. Donc, c'est vraiment ceux qui veulent. On peut travailler sur autre chose aussi. Par exemple, on pourrait faire un mini-jeu s'ils veulent. C'est juste pour apprendre quelques petites choses et travailler pour les cours. Beaucoup d'envie, parce
que j'ai envie d'apprendre ce que je sais, de faire prof plus tard, vacataire dans un IUT comme ici, pour enseigner la matière du web. Donc oui, tout ce qui est apprendre ce qu'on voit, enfin comment dire, rattraper certains cours de l'IUT, plus apprendre d'autres choses qu'on ne voit pas ici, qui sont bien utiles d'après les réactions des élèves. Oui, franchement, ça me plaît, j'aimerais aller beaucoup plus loin. Bon, ça serait aussi des choses que je mettrais dans le CV. Par exemple, sur mon site, il y a une section réservée aux cours où de temps en temps, je mets ce qui a été fait ou ce qui va être fait. Par exemple, il y a un tuto qui avait été assez long à faire, qui m'a pris 2400 mots, je m'en souviendrai. Ça a été la programmation orientée objet dans Minecraft, où j'explique un petit peu les différentes méthodes pour arriver à le refaire. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps, mais ça fait plaisir de le faire. Il y a des gens qui me disent ouais, j'aurais jamais pensé que ça pouvait marcher comme ça. Bon, j'imagine, parce que j'ai pas créé le jeu, mais j'imagine que ça peut fonctionner comme ça. Voilà, après, il y aura, comme j'ai dit, traitement de l'image, tout ça, du web. John, par exemple, de temps en temps, des corrections d'exercices qui ont été faits, qui ont été donnés par les profs, ou en expliquant bien. Je suis pas disponible que pour un cours de soutien. C'est très souvent comme demande de l'aide sur Facebook, par exemple. C'est là que je suis comme contact le plus facilement. Je suis connecté à H24. Je sais que l'an dernier, il y avait des secondes années qui avaient tenté de donner cours de soutien en mathématiques. Je sais pas pourquoi je suis jamais allé, mais ça n'a pas fonctionné. Au bout de quelques semaines, il n'y avait déjà plus rien. Je sais pas du tout pourquoi, mais ça n'avait pas fonctionné. Si ça marche bien cette année, je dirais que oui. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de monde, ça oui, mais bon, on fait avec et franchement, je suis déjà content qu'il y ait du monde toutes les semaines. Pendant les cours, on me dit souvent « Ah oui, j'avais pas compris ça en cours » ou alors « Le prof explique mal ». Désolé pour les profs qui regardent ça qui sont divisés. Je suis désolé. Hein. Ils sont ouais, ah, j'avais pas compris ça, ou alors on nous le dit pas ça. Je peux avoir cette prétention quand même de tout savoir. Mais c'est surtout, comment dire, en fait, toutes les questions qu'on pose, c'est vraiment que de la base dans ces domaines. Et vu que par exemple au niveau du web, c'est un peu mon métier aussi, parce que je crée des sites pour des personnes, tout ça. Donc franchement, les questions qu'on me pose, c'est que de la base, donc ça, il n'y a aucun souci. En maths, ça rame de temps en temps, comme ça, mais sinon il n'y a rien d'insurmontable et ça va tout seul, sans aucun souci. L'intention première et quasiment unique, c'est de s'amuser, voilà, avec tous les étudiants et aujourd'hui aussi avec les anciens étudiants. Les étudiants ont aussi l'occasion plusieurs fois dans l'année de participer à une LAN party, une soirée jeux vidéo, organisée par Jean-René Toza, chef de département MMI. Les jeux qu'on y amène, là, cette année, c'est surtout du Open Arena, tout simplement. Voilà, donc, pour l'instant, c'est un jeu unique qui est présent ici. Je sais que l'amphithéâtre est aussi pris pour Mario Bros. Donc, il y en a qui reviennent avec des consoles. Non, c'est plus FPS, mais c'est un style assez rapide. Oui, ça a toujours été ça. Contrairement à Counter-Strike, c'est plus stratégique. Mais Farmer, mais c'est pas un jeu, c'était quoi? Mais vous avez confondu, vous voyez? Mais oui, c'est les images du jeu, mais... Non, mais vous confondez, c'est un personnage avec les cheveux rouges, c'est tout. C'est tout. Ah, je te jure. Oui, après, ouais, là, pour l'instant, on est chacun pour soi. Et après, on va passer en équipe. Oh, c'est énorme, j'adore. Il va reverrouiller. Sortez vos boules. Pour plusieurs raisons, c'est déjà un peu une sorte de tradition, quoi. Vu que chaque année il y a la LAN, elle n'y est pas souvent et c'est toujours sympa, on se retrouve comme ça, on joue. Une soirée de jeu, c'est très sympa. Pour me détendre un peu des contrôles qu'on a eus, une fois sur deux les jeudis. Aussi pour passer des moments avec des amis et les profs, en dehors de l'IUT. Que j'aime bien les jeux, c'est sympa et tout, ouais c'est bien. J'aime bien quoi qu'il y a des pistolets et tout, et du sang. Ah oui, j'aime beaucoup. Puis c'est pour retrouver quelques anciens membres SRC MMI, rencontrer un peu les nouveaux aussi. Puis c'est une soirée entre potes, quoi.
C'est le seul moment de l'année où il est autorisé de tuer les professeurs, mais c'est bien sûr une vengeance virtuelle. Important, je dirais oui et non. S'ils aiment jouer, oui, qu'ils viennent, c'est important. Je pense qu'on se retrouve tous pour s'amuser à quelque chose qu'on aime. Maintenant, s'ils ne sont pas jeux vidéo, en effet, c'est pas grave. Ouais, ça permet de rapprocher les gens qui ne se parlent pas forcément d'habitude. Et ça, on va dire qu'on est tous là pour la même chose, tuer JRT. C'est ce qu'ils disent. Non, dans la soirée, voilà, à chaque fois sur la quantité d'étudiants, il y a toujours des étudiants plus forts que moi, je dirais heureusement. C'est la vengeance. Mais je vieillis de plus en plus, c'est quand même étrange que j'arrive toujours dans des classements pas trop mal. Mais... Alors, le principe, c'est de s'amuser et les scores tournent pour tout le monde. Je vais continuer à tuer JRT toute la soirée. Ah, moi je suis pas comme ça, tu vois. Tu vois, moi je me fais pas tuer, mais je tue personne. Parce que, tu vois, le meurtre, ça sert à rien, c'est débile de mourir. Non, mais voilà. Et j'ai pas envie de mourir. Et du coup, je vais pas infliger ça à des gens que je connais ou je connais pas. C'est méchant. Pas moi, c'est pas mon truc. Ça serait bien qu'ils essayent de faire des LAN à Toulon comme ici. Vu que Toulon, normalement, c'est plus grand, donc il devrait avoir plus la possibilité de le faire, je pense. Surtout que Tiens, le mec qui campe là-haut. il y a une bonne partie de la licence et des masters qui pouvaient venir, ça pourrait faire une bonne grosse LAN bien puissante. Ça risque d'être un peu plus compliqué là. Tout le bâtiment est mutualisé. Je pense que les agents responsables du bâtiment vont pas nous laisser finir à minuit avec des étudiants dans plusieurs salles. Après, comme elle vient d'ouvrir la licence, le bâtiment, tout ça, je pense qu'ils sont pas encore tout à fait OK, mais ça serait vraiment cool. Ouais. Une fois par semaine, les étudiants ont l'occasion de décompresser en se rendant chaque jeudi soir à l'atelier sport mis en place par l'IUT. Nous sommes allés à leur rencontre lors d'une séance où effort et bonne humeur étaient de la partie. Les cours sont tous les jeudis soirs, de 18h30 à 21h. C'est une activité où les étudiants peuvent pratiquer plusieurs activités. Le volley, le badminton, le basket, le tennis de table, la course à pied, le foot. Voilà, pour avoir une pratique sportive régulière et conviviale. Je viens vous voir parce que c'est le seul moment de la semaine où on a pour se détendre en fait, pour bien se défouler, parce que on a quand même bien cours jusqu'à, je sais pas, de 8h à 18h. Donc c'est le seul moment où on peut se défouler, où j'ai le temps de faire du sport, parce que même le week-end, pas le temps. Donc, franchement, puis en plus c'est convivial, c'est super sympa. On est tous entre nous. Et on m'agresse en plus. C'est le seul moment de la semaine où on peut vraiment faire une activité sportive quand on a des rendus, tout ça. Il y a une bonne ambiance. Genre, il n'y a pas tout l'IUT, mais bon, il y a pas mal d'élèves et tout. Du coup, ça fait vraiment une bonne ambiance. Et voilà. Puis c'est le seul moment de la semaine où on a vraiment un créneau pour venir au sport, quoi. Parce que... Pour se défouler et tout. Ça leur permet vraiment de se décompresser. C'est vrai que moi je leur demande quand même un minimum d'investissement physique, je veux qu'ils transpirent un petit peu. Vraiment pour changer les idées, il n'y a pas de réel contenu d'apprentissage comme au lycée. Donc là c'est vraiment du plaisir pour vraiment la convivialité. Oui, ils sont investis. Bon après il y en a certains qui viennent vraiment pour la note. C'est pour ça que je leur demande un minimum d'investissement et je suis un peu derrière pour qu'ils se bougent. Mais la plupart, c'est vraiment pour pratiquer le plaisir du sport. C'est vraiment important d'avoir ce créneau parce qu'on a beaucoup d'heures de cours et du coup, c'est le seul moment où on peut se défouler et il faudrait vraiment le garder. Ah, j'aime bien, ils sont gentils les gens. Des personnes très gentilles ici. J'aime beaucoup. Ils se regroupent vraiment par petits groupes et voilà, ils font leur activité, c'est vraiment pour se retrouver. On essaye de faire un peu bouger le sport et du coup on prévoit des événements de l'année comme la galette des rois, Noël, tout ça, on prévoit des petits goûters. On a fait un tournoi aussi, voilà, il y avait des petites médailles à gagner, tout ça. On a fait un apéro avant Noël, voilà, donc on essaye vraiment du vivre ensemble, c'est sympathique, quoi.
Il y a des gens sympas.